Mesdames, Messieurs, bonjour et merci donc de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de 2F TV. Le reggae vécu et interprété dans un style unique, loin de la tendance Rastafari largement pratiquée dans le monde. Celui qui en est le concepteur, c'est un Ivoirien, Spongy Living, qui nous vient donc des États-Unis. Il vit aussi en Côte d'Ivoire et est là donc pour nous faire découvrir sa spécificité à la Côte d'Ivoire et également au reste de l'Afrique. Spongy Living, bonjour. Bonjour. À l'état civil, vous êtes Lopo Armel Living. Vous venez donc du sud de la Côte d'Ivoire, précisément du pays Adjoukrou, donc du Léboutou. Oui, mais aussi du centre-ouest. Voilà. Du centre-ouest. Ok, très bien. Alors, commençons par votre histoire avec la musique reggae. Comment est-ce qu'elle débute? La musique reggae, l'histoire d'amour débute en 1993, où j'ai un ami qui est aujourd'hui commissaire de la police scientifique, mais je tairai son nom pour des raisons évidentes, qui me fait découvrir la chanson Stir It Up de Bob Marley. Stir It Up, Chuck. Little darling, stir it up. Alors c'est un peu comme une révélation parce que ça me frappe. Moi j'étais beaucoup plus amateur de rumba à cette époque. Koffi Olomide était mon mentor absolu en musique, mais je reste toujours friand de la musique rumba. Et puis voilà, j'ai découvert comme ça donc cette musique et à partir de là je me suis accroché et puis j'ai élargi mon spectre au-delà de Bob Marley et j'ai vu que c'était une musique qui n'était pas qu'une musique mais qui portait aussi une spiritualité qui était engagé, qui avait donc des idéologies qui pouvaient bousculer les choses et je me suis accroché. J'ai commencé à composer plusieurs titres, j'en ai énormément d'ailleurs, au moins 1000 compositions et à partir de là... Et les premiers titres commencent à partir, les premières inspirations naissent à partir de quelle année à peu près? La première inspiration c'est en 93, on était en son temps en classe de 4e, c'est en 93, les premières inspirations naissent et à partir de là, déjà en 94, quand on était en classe de 3e, je faisais déjà 10 compositions, à partir de la seconde, 200, ensuite après le bac en 97, on était déjà à 400 compositions. Alors, voilà, c'est parti. Très tôt. Quand vous rencontrez donc le reggae, l'inspiration fait que vous vous mettez systématiquement donc à faire des compositions, des inspirations cool, oui, naturellement. Oui. Et déjà dans le cursus secondaire, vous avez des centaines de compositions. Des centaines de compositions. Que vous êtes prêt donc à mettre sur le marché discographique. Effectivement. Mais ma spécificité quant à mon inspiration, moi je rends vraiment gloire à Dieu par mon inspiration parce que généralement je reçois, moi j'ai préféré utiliser ce thème recevoir, je reçois la mélodie, la musique. Donc tout ce qui est aspect musical, je reçois et c'est sur cette musique que je place un texte en fait. Donc après, quand on va en studio, c'est beaucoup plus simple parce que j'intime aux différents musiciens tout ce qu'ils doivent jouer, moi-même aussi ce que j'ai à jouer, et puis après, pour faire les arrangements, c'est assez simple. Donc je peux dire que je suis simplement un canal. C'est pourquoi le pseudonyme artistique est Spongy, qui est un peu une déformation du thème sponge, j'ai dit une éponge. Je considère que je ne fais qu'absorber des inspirations que je rends par la suite en fait. Donc voilà un peu le processus d'inspiration à mon niveau. Et vous immigrez donc aux États-Unis. Oui. D'abord, comment est-ce que se déroule ce processus d'immigration? Et à partir de là-bas, comment est-ce que vous déroulez votre fibre artistique? D'accord, merci pour la question. Au fait, en 2005 et 2007, j'ai enregistré mon premier album ici sur place au studio Ims Kitty qui est à Bobo Nador, chez l'un de mes amis qui fait aussi la musique reggae, Roy Antakiti. Et lorsque je déposais les supports dans les maisons de disques ici, on n'était pas bien accueillis. C'était la période où le reggae était vraiment dans sa phase réelle de désuétude. Et puis, il y avait beaucoup plus de gens qui émergeaient, en particulier le coupé décalé, etc. Donc du coup, j'ai vu que je ne pouvais pas y arriver. Alors, on a commencé à balancer les supports dans les différents labels internationaux. Et c'est comme ça qu'il y avait un label français qu'on appelait World Music Office, qui appartenait à M. Cabrel, Francis Cabrel, où il y a son chargé de communication, M. Chigusola, qui a reçu mon support. Il a écouté, il a dit, ben, écoute, nous, on distribue numériquement des gens de la trempe de Oumou Sangaré, Francis Cabrel, etc. Mais j'ai un ami à San Francisco qui aime bien découvrir les nouveaux talents. Je lui ai balancé tes sons, il a apprécié.
dans la nuit, il t'enverra les contrats. Effectivement, sur mon mail, je reçois les contrats de Ripenso Music San Francisco. Vos impressions quand vous recevez ce retour-là? J'imagine que vous étiez très enthousiaste. Oui, très heureux. Je suis très heureux parce que c'était un peu l'aboutissement d'un travail. Et puis, il a fallu faire face aux oppositions naturelles des parents qui ont un peu une idée de bonne foi, hein, mais qui ont tous une idée carrée de la réussite. Oui, la réussite, c'est ci, c'est ça. Il faut forcément être magistrat, forcément être ci, ça. Et puis, bon, on décide de faire autre chose. Mais donc, c'était déjà pour moi une grande victoire. Et puis, la maison de disques Ripenso m'a vraiment appris les rudiments de la maîtrise du showbiz. Au-delà même de la musique, maîtriser l'administration, en fait, musicale. Et donc, à partir de là, j'ai eu donc ma chance. Et 2 années après, j'ai dû aller donc à la petite ville de Saint-Pétersbourg en Floride, pour un autre label, Deep Pulse Recording, où j'ai enregistré mon second album, qui s'intitulait Son of Justice, c'est-à-dire Soleil de Justice en français. Et puis, après ça, 2010-2011, je pense qu'il était temps pour moi de monter mon propre label. Donc, je suis venu et j'ai monté mon propre label, notamment pour les éditions de livres et puis aussi la production musicale. Puis j'avais quasiment marqué une pause jusqu'à 2018 où j'ai rencontré celui qui est jusqu'à aujourd'hui un peu mon godfather, comme on dit en anglais, mon parrain en musique, le président Stephen Wrench, qui m'a introduit d'ailleurs au Grammy Award avec mon 3e album, His Imperial Majesty, où j'ai pu représenter son label Music and Film, qui est en Floride aussi. Et j'ai dû aller jusqu'en finale, voilà, de la catégorie 53, Best Reggae Album en 2018 avec mon 3e album. J'ai sous les yeux votre Facebook. Il est marqué ici, c'est assez impressionnant quand même. Vous avez à votre actif, vous êtes 2 fois finaliste au Grammy Awards. Oui, 2018-2020. 53 Best Reggae Album en 2020 et 2020. C'est ça. Et également, vous êtes certifié professeur d'anglais en dehors de la musique. Vous êtes également professeur d'anglais, certifié par la World TESOL Academy de Londres. C'est ça. Il faut aussi le préciser. Oui. Pour dire qu'en dehors de la musique, vos parents peuvent être satisfaits d'avoir aussi un fils qui fait autre chose, un peu comme ils l'ont certainement rêvé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, votre musique a une spécificité qui n'est pas du tout courante. Vous êtes reggae man. Oui. Un artiste aux sonorités vraiment captivantes, mais vous ne pratiquez pas l'idéologie rastafariste. Exactement. Cela. Effectivement. C'est ce qui fait d'ailleurs ma spécificité, et puis j'entends vraiment maintenir cette spécificité et à la limite m'imposer sur cette vision. Simplement parce que la musique reggae est née un peu, on va dire, de l'esclavage, des durs labeurs, de travaux champêtres. Il y avait déjà le style gospel, quand vous entendez un son du genre « Soon and very soon, we are going to see the king, soon and very soon ». Tchouk, tchouk, tchouk. En fait, il y a déjà ce qu'on appelle les skench, c'est-à-dire la frappe en comptant dans l'esprit de ceux qui chantaient dans les chants, les souffrances. Ensuite, ça va donner naissance à la musique mento et à la musique calypso. Et à la faveur de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de l'illusion de l'indépendance, les Jamaïcains vont créer une musique plus euphorique qu'on appelle la musique ska. C'est un reggae un peu rapide. Je dis tchouk, 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 tchouk. C'est comme ça, le ska, ça va vite, avec des gens comme Alton Ellis, Stranger Cole, etc. Après, il y aura la deuxième phase qui va être la musique rocksteady. Quand on va accéder à l'indépendance en Jamaïque, on va se rendre compte que le colon n'est parti que de nom. La désillusion va s'installer et ça va jouer sur la musique et ça va devenir beaucoup plus lent. Comme par exemple, de renaissance, voilà, beaucoup. Exactement. Donc Bob Marley, Talking Blues, chant, chant. Talking Blues, du coup, ça devient beaucoup plus lent. Et c'est entre les deux qu'en 1969 naît le son qu'on appelle le son upsetter, qui est aujourd'hui la musique reggae. En fait, reggae, ça signifie régular, tout simplement, la musique régulière. Tchonka, tchonk, tchonka, tchonk, ça c'est la musique reggae. Et il s'est trouvé que les premiers pères de cette musique avaient depuis 1930 adopté, depuis le couronnement de Sa Majesté Sélassié en Éthiopie, à la place de l'empereur Ménélik II,
puis de la transition qui avait été menée par sa sœur Nzoki, ils avaient accepté Haïlé Sélassié comme étant une espèce de messie noir qui viendrait donc pour libérer le peuple noir. Le messie réincarné. Voilà, le messie réincarné, franchement. Qu'on mette à son actif donc une grande victoire militaire sur l'Italie. C'est l'Italie de Benito Mussolini, exactement, de Benito Mussolini. Donc il voit dans sa figure ce libérateur attendu. Et qui a réussi à vaincre Babylone. Qui a réussi à vaincre Babylone, c'est leur théorie. Bon, donc à partir de là, il y a une espèce de fusion apparente entre le reggae, qui est une musique, et qui était pratiquée par des non-rastas, tout comme par des rastas, parce que vous prenez Jimmy Cliff par exemple, qui est un précurseur en matière de reggae. Jimmy Cliff est musulman, Jimmy Cliff n'est pas du tout rasta. Alors, donc, à partir de là, on pense de façon systématique, comme les deux se sont imbriqués d'un point de vue historique, que tout ce qui est reggaeman est absolument rastaman. Alors, il faut comprendre que le rastafarisme a deux volets essentiels. Le volet purement religieux ou idéologique, c'est de dire que race Tafari Makonnen, qui est le nom à l'état civil de Sa Majesté Haïlé Sélassié, d'où vient le mot rastafarisme. Rastafari Makonnen, dit Haïlé Sélassié, nom de règne, ce qui signifie pouvoir de la Trinité, serait pour eux la réincarnation de Jésus-Christ. C'est donc une religion à part entière, c'est un culte à une personne. Voilà. Ensuite, dans le second niveau, on peut considérer le rastafarisme comme une forme de négritude, qui avait pour objet de revaloriser la race noire, qui serait donc la race élue, etc. etc. Donc c'est la doctrine rastafarienne qui est là. Moi je ne l'épouse pas. Je ne l'épouse pas, mais j'ai beaucoup de respect pour les rastas. J'ai mon percussionniste d'ailleurs qui est rasta, etc. Au nom de l'ouverture d'esprit, parce que il faut respecter la différence. Alors il faut respecter la différence. Mais je ne suis pas rasta simplement parce que si on parle de la messianie de Haïlé Sélassié, il n'a pas pu, à mon sens, accomplir les promesses que l'Apocalypse annonce du retour du Christ. Parce que dans le retour du Christ, il doit vaincre la bête, qui serait une espèce d'autorité politique mondiale, le faux prophète qui accompagnerait donc la bête dans son culte, dans le culte, et après ça, il est censé instaurer un régime millénaire. Ça, c'est contenu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, et dans l'Ancien Testament, dans Daniel, le chapitre 7. Je pense que Haïlé Sélassié n'a pas instauré le millénium, donc je ne peux pas accepter l'idée... Un profil eschatologique voilà. que vous ne lui reconnaissez pas. Voilà. On marque une pause pour la publicité et on revient. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. C'est donc le retour sur notre plateau. Nous sommes donc à la dernière ligne droite de notre entretien, Spongy Living. Quelles sont vos actualités nationales en Côte d'Ivoire pour la promotion de votre nouvel album? On va d'abord rappeler le titre de l'album qui est Lion Roar, le lion rugit. Lion Rose, le lion rugit. Comme pour dire que celui qui était dans l'ombre passe maintenant au grand jour pour passer véritablement à la phase, on va dire publique, véritablement. Parce que c'est vrai que j'ai eu de grandes performances, mais il est temps pour moi de me faire beaucoup plus connaître sur le plan médiatique. Voilà, on peut avoir un succès commercial, d'accord, mais il faut maintenant que sur le plan médiatique, je puisse m'imposer et puis tenter de proposer donc cette alternative nouvelle que je suis en train de présenter, ce reggae non rastafarien. Voilà. Alors, assez rapidement, quelles sont vos actualités pour la promotion de ce nouvel album? Pour la promotion, déjà, je dois présenter à la nation, notamment à travers cette Lucan, cette distinction que j'ai obtenue récemment, 1 million de streams sur le sol américain, avec mon 5e album, l'album Alliance. Donc, déjà,
je me fais fort de présenter parce que nous sommes, je pense, dans une dynamique de la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, il est bon que les Ivoiriens présentent cet aspect de c'est une fierté, c'est vraiment très bien. Ça voilà, donc nous sommes déjà très heureux. Merci. Merci. Et puis, le 19 avril prochain, je vais sortir mon album Lion Roar, le 6e album. On va donc représenter la pochette aussi. Qui sera donc, commercialisé à compter du 29 avril. Et nous avons prévu à cet effet un concert live à AZK le 19 avril même, le vendredi à 22 h pour le lancement officiel. Ensuite, on va faire une tournée dans tous les espaces reggae de la ville, Parker Place et tout, etc. Et puis, on va aussi essayer d'accentuer notre travail sur une promo audiovisuelle pour vraiment imposer le style de l'artiste, voilà, vraiment imposer le style de l'artiste, essayer de présenter une autre forme de reggae, un reggae différent, mais un reggae ouvert aussi à la dancehall et au genre urbain actuel pour permettre aux jeunes de se retrouver dans cette musique qui a besoin d'un coup de rajeunissement. Avec des titres comme La fille du diable, La fille du diable, Reading Boy. Reading Boy, le titre morceau qu'on a vraiment affectionné, qui est vraiment formidable. Merci. Vous allez donc fredonner en quelques 30 secondes, en guise de conclusion de cette émission de Reading Boy. All right. Voilà, pour qu'on s'inspire un tout petit peu, un petit acapella quand même pour notre public. Reading. Be repeated, read him now. Be repeated him now. Pour avoir une version française. Et les ténèbres disparaissent de ma vie et les orages sont passés. I say my reading now go, yes, in São Paulo, yeah. I say my reading now goes. Blessing. C'est du lourd. En tout cas, félicitations à l'état civil. Je vous rappelle, c'est Lopo Armel Livin. Félicitations à vous pour ce parcours. 4 albums à votre actif. 5 albums. Voilà, puis le 6e maintenant qui sort. Le 6e qui sort. C'est vraiment très bien. En avril. On vous souhaite vraiment très bonne continuité. Merci infiniment. Et que vos vœux en termes d'ambition de carrière s'accomplissent. Merci infiniment. Oui, je voulais juste dire un dernier mot. Comme vous avez dit tantôt, j'ai une formation de professeur, donc notre rôle c'est d'abord d'éduquer. Donc on va essayer non pas d'être une star, mais d'être un modèle. Et puis d'être un reggaeman qui ne fait pas que dénoncer, tirer, mais d'apporter des solutions. Voilà, je pense que c'est la voie qu'il faut désormais emprunter. Voilà. On vous aura compris et sur ce, on va se dire au revoir. C'était donc Spongy Livin, artiste reggae. Blessing. Justement, que nous recevions dans le cadre de ce numéro de l'invité de 2F TV. Merci donc de nous avoir suivis, vous également chez vous, et au revoir. Blessing.